Un berger allemand agonisait dans une cage rouillée lorsqu'une vétérinaire l'a trouvé par hasard. Son corps tremblait de peur, ses yeux imploraient silencieusement de l'aide. Des années d'abandon et de maltraitance l'avaient laissé au bord de la mort. Mais son esprit guerrier ne s'était jamais éteint. De victime à héros, son parcours a transformé non seulement sa vie, mais celle de toute une communauté. Préparez-vous à une histoire de dépassement qui va vous tirer les larmes. Abonnez-vous, laissez votre like et dites en commentaire d'où vous regardez. À la périphérie d'un petit village de province où le temps semblait s'écouler plus lentement, se cachait une propriété abandonnée dont le jardin gardait un douloureux secret. Parmi les mauvaises herbes qui poussaient sans contrôle et les décombres oubliés, une cage rouillée abritait un être qui ne ressemblait presque plus à un chien. Un berger allemand sans nom encore, squelettique, avec des yeux qui avaient perdu leur éclat naturel et un poil sans vie, gisait recroquevillé sur le métal oxydé, qui était devenu son monde depuis des années. L'odeur d'abandon et de souffrance planait dans l'air de cet endroit oublié de Dieu. La vie de cet animal était un cycle interminable de jours vides. Le soleil se levait et se couchait, les saisons changeaient, et il restait là, comme un fantôme pris au piège entre le monde des vivants et des morts. Sa respiration faible était le seul indice qu'il y avait encore de la vie dans ce corps châtié par le temps et la cruauté humaine. Les côtes proéminentes racontaient l'histoire d'une faim chronique. Les pattes blessées parlaient de tentatives, désespérées d'évasion. Les yeux, autrefois vibrants comme ceux de tout berger allemand en bonne santé, regardèrent maintenant le vide avec une résignation terrifiante. En ce matin d'automne, alors que les feuilles sèches dansaient sur le sol en terre battue, le destin a décidé d'intervenir. Marie-Hélène, une vétérinaire fraîchement retraitée après 30 ans consacrée aux soins des animaux, marchait dans cette rue peu fréquentée. Ce n'était pas son chemin habituel, mais quelque chose l'avait poussée à passer par là. Des années d'expérience avaient affûté ses sens pour percevoir la souffrance animale comme une sorte de sixième sens qui ne la trompait jamais. Ce fut un gémissement faible, presque inaudible, qui attira son attention. Marie-Hélène s'arrêta, pencha la tête et tendit l'oreille. Le son se répéta, faible et lointain, comme un appel de détresse en code morse envoyé par un naufragé qui ne croit plus au sauvetage. Poussée par la curiosité et l'inquiétude, elle suivit le son, contournant le mur couvert de lierre jusqu'à trouver une ouverture dans la clôture brisée. Ce qu'elle vit ensuite lui glaça le sang. En des années de soins prodigués à des animaux en situation précaire, Marie-Hélène avait été témoin de nombreuses horreurs. Abandon, mauvais traitement, violence, mais jamais quelque chose qui lui fasse perdre son sang-froid professionnel. À ce moment-là, cependant, elle ne put retenir les larmes qui jaillirent instantanément. Devant elle, une créature qui ressemblait plus à une ombre qu'à un chien l'observait avec un mélange de peur et d'incrédulité. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, s'approchant lentement de la cage. Le berger allemand se recroquevilla encore plus, son corps tremblant visiblement. Sur sa patte arrière, une cicatrice profonde et mal cicatrisée témoignait d'une histoire qui ne serait jamais complètement connue. « Depuis combien de temps ? Es-tu là, pauvre chérie ?» Marie-Hélène évalua la situation d'un œil expert. Dénutrition sévère, déshydratation, blessures anciennes et récentes, poils infestés de parasites, ongles poussés au point de se courber et de pénétrer dans les coussinets des pattes. Mais ce qui l'impressionna le plus, c'était l'absence de toute agressivité. Même dans l'état déplorable dans lequel il se trouvait, l'animal ne grogna pas et ne montra pas les dents. Il tremblait simplement, comme s'il avait appris à ses dépens que résister ne faisait qu'aggraver sa souffrance. À cet instant, sans hésitation, Marie-Hélène prit une décision qui allait changer 2 vies à jamais. « Je vais te sortir de là », dit-elle d'une voix basse et ferme comme une promesse scellée, « et rien au monde ne m'en empêchera. » Libérer le chien exigea plus que de la bonne volonté. La serrure de la cage, rongée par la rouille, résistait obstinément. Marie-Hélène retourna rapidement chez elle, à seulement 2 pâtés de maison de là, et revint avec des outils et une couverture douce. Après 20 minutes de lutte contre le métal obstiné, la porte céda finalement avec un grincement qui sonna comme une douce mélodie à ses oreilles. « Tout va bien maintenant.
murmura-t-elle, gardant une distance respectueuse. « Je ne vais pas te faire de mal. » Le berger allemand ne bougea pas. Il semblait ne pas croire que la porte ouverte signifiait la liberté. Peut-être, pensa Marie-Hélène, la gorge serrée, avait-il oublié ce que c'était de vivre en dehors de ses barreaux. Avec une patience presque méditative, elle attendit, assise sur la terre, parlant doucement d'un ton monotone et rassurant. Après 1 heure qui parut une éternité, l'animal comprit finalement qu'il pouvait sortir. Avec un effort douloureux, il se traîna hors de la cage, chaque mouvement témoignant d'années d'immobilité et de douleur. Marie-Hélène retint l'impulsion de l'aider physiquement. Elle savait que tout contact prématuré pourrait le traumatiser davantage. Lorsque le berger allemand fut enfin hors de la cage, Marie-Hélène étendit la couverture sur le sol, créant un chemin entre lui et la caisse de transport qu'elle avait apportée. Le processus pour le faire entrer volontairement prit 1 autre heure, mais elle avait tout le temps du monde. Lorsqu'elle réussit enfin à fermer la porte de la caisse, avec l'animal en sécurité à l'intérieur, Marie-Hélène s'accorda un moment d'émotion pure, des larmes silencieuses coulant sur son visage ridé par le temps. « Tu es un guerrier », murmura-t-elle, donnant au chien le nom qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. « Et ta guerre vient de se terminer. » Le chemin du retour devint une procession symbolique. Chaque pas que Marie-Hélène faisait avec la caisse de transport représentait l'éloignement d'un passé sombre et le rapprochement d'un avenir incertain, mais prometteur. En arrivant dans sa maison simple mais accueillante, avec un grand jardin entouré d'arbres fruitiers, elle prépara un espace spécial sur la véranda. Un endroit sûr, ni trop exposé, ni trop confiné, où Guerrier pourrait commencer sa convalescence. Les premiers jours furent un combat silencieux. Guerrier refusait de sortir de la caisse de transport, son seul refuge connu. Marie-Hélène respecta son espace, se limitant à laisser de l'eau fraîche et de la nourriture spéciale pour chiens affaiblis à portée de son museau. Pendant 3 jours et 3 nuits, la nourriture resta intacte. La vétérinaire surveillait avec inquiétude, sachant que la dénutrition sévère ne lui permettrait pas de survivre beaucoup plus longtemps sans nutriments. Au matin du 4e jour, Marie-Hélène décida de changer de stratégie. Elle s'assit silencieusement par terre sur la véranda, à plusieurs mètres de la caisse, avec une gamelle de nourriture placée à mi-distance entre eux. Des heures passèrent sans mouvement. Le soleil parcourut son chemin dans le ciel, projetant des ombres qui dansaient sur le sol en céramique usée. Lorsque le crépuscule commença à teinter le ciel de rouge et d'orange, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lentement, comme un spectre émergeant des ombres, Guerrier sortit de la caisse. Son corps squelettique avança centimètre par centimètre jusqu'à la gamelle de nourriture. Les yeux fixés sur Marie-Hélène, il commença à manger, chaque mouvement prudent, prêt à fuir au moindre signe de danger. Marie-Hélène resta absolument immobile, osant à peine respirer. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage ridé, tandis qu'elle observait ce premier acte de confiance. Ténu, fragile, mais réel. Lorsque Guerrier eut fini de manger, il recula rapidement vers la sécurité de sa caisse. Mais quelque chose avait changé. Un petit pont avait été jeté sur l'abîme de la méfiance. Les semaines suivantes suivirent un schéma méticuleusement orchestré par Marie-Hélène. Comprenant que les animaux traumatisés ont besoin de prévisibilité pour reconstruire leur confiance dans le monde, elle établit une routine rigoureuse. Nourriture, nettoyage, temps à l'extérieur, tout se passait aux mêmes heures, avec les mêmes gestes, les mêmes paroles douces. Dans un cahier à couverture rigide, Marie-Hélène documentait chaque moindre progrès. Jour 7, Guerrier, à manger alors que j'étais à 4 mètres de distance. Jour 12, pour la première fois, il a légèrement remué la queue en voyant la gamelle de nourriture. Jour 18, il a accepté une friandise directement de ma main, bien qu'il ait reculé immédiatement après. Jour 23, il a permis un bref toucher sur son museau sans trembler. Chaque petite avancée était célébrée comme une victoire monumentale. Marie-Hélène savait que, pour Guerrier, chaque geste de confiance représentait une bataille intérieure contre des années de conditionnement par la peur. Sa patience était infinie, nourrie par la vision de ce que le chien pourrait devenir un jour. À la fin du 1er mois, un nouveau personnage entra dans l'histoire.
Antoine, un monsieur de 70 ans qui habitait la maison voisine et produisait des fromages artisanaux, commença à manifester de l'intérêt pour la convalescence de Guerrier. Initialement sceptique, « Ce chien est bien abîmé, Marie-Hélène. Je ne sais pas si ça vaut la peine. » Il se laissa progressivement captiver par la résilience de l'animal. Antoine venait lui rendre visite quotidiennement, apportant de petits morceaux de fromage frais qu'il plaçait délicatement près de la caisse de Guerrier. Au début, le chien attendait que l'homme s'éloigne pour examiner les offrandes. Avec le temps, il se mit à accepter les friandises directement de sa main calleuse de paysan. Cette deuxième connexion humaine représenta une avancée significative dans la socialisation du berger allemand. Lorsque 3 mois de cohabitation se furent écoulés, une violente tempête frappa la région. Le tonnerre grondait comme des canons, et des éclairs zébraient le ciel sombre, illuminant la maison en des lueurs fantomatiques. Marie-Hélène, inquiète de la réaction de Guerrier, le fit entrer dans la maison pour la première fois, installant son lit, qui avait remplacé la caisse de transport des semaines auparavant, dans un coin tranquille du salon. Ce qui suivit fut dévastateur. Au premier coup de tonnerre qui éclata particulièrement proche, Guerrier entra dans un état de panique absolue. Comme possédé par des démons invisibles, il courut dans le salon, renversant une table basse, déchirant des coussins avec ses dents et, dans un accès de terreur aveugle, brisa un ancien vase en porcelaine, héritage de la grand-mère de Marie-Hélène et l'un des rares souvenirs qu'elle gardait de sa défunte mère. La vétérinaire observa la destruction, ressentant non pas de la colère, mais une profonde tristesse pour Guerrier. Quelle horreur avait-il dû vivre pour réagir ainsi? Quels souvenirs ces sons réveillaient-ils? Dans un geste qui défiait toute logique conventionnelle sur le dressage canin, Marie-Hélène s'assit simplement par terre, parmi les débris, et commença à chanter. C'était une vieille chanson folklorique, une mélodie simple que sa propre grand-mère chantait pendant les tempêtes pour calmer les enfants effrayés. La voix de Marie-Hélène, bien qu'affectée par l'âge, conservait une qualité hypnotique qui planait dans l'air comme de l'encens. Le miracle se produisit entre le 3e et le 4e couplet de la chanson. Guerrier, qui s'était réfugié en tremblant sous la table de la cuisine, émergea lentement. D'un pas hésitant, il s'approcha de Marie-Hélène, ses yeux reflétant un conflit intérieur douloureux. Puis, à la stupéfaction absolue de la vétérinaire, il se coucha à ses côtés, sans la toucher, mais suffisamment proche pour sentir sa chaleur. Avec des mouvements calculés et lents, Marie-Hélène tendit la main et, pour la première fois, put caresser les oreilles de Guerrier sans qu'il ne recule. Pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur, à l'intérieur de la maison se formait un lien que même le plus sceptique des observateurs ne pourrait nier comme étant d'une profonde confiance. Le lendemain matin, Guerrier ne retourna pas à son lit dans le coin du salon. Au lieu de cela, il suivit Marie-Hélène dans la maison comme une ombre, gardant toujours une distance de sécurité, mais cherchant clairement sa présence. La tempête, ironiquement, était devenue le catalyseur de leur rapprochement que des semaines de travail patient n'avaient pas réussi à produire. Environ 4 mois après le sauvetage, le village se préparait pour sa traditionnelle fête des récoltes, une célébration qui remontait à l'époque coloniale et attirait des visiteurs des communautés voisines. La place du village se transformait en un véritable chaudron de couleurs, d'arômes et de sons. Des guirlandes colorées dansaient dans la brise douce d'octobre, des stands de plats typiques libéraient des arômes tentateurs, et des musiciens locaux animaient l'ambiance avec des guitares folk, des accordéons et des tambours traditionnels. Marie-Hélène, après de longues réflexions, décida qu'il était temps de tester les progrès de Guerrier dans un environnement plus difficile. Elle savait qu'un recul était possible, voire probable, mais elle croyait aussi que l'exposition contrôlée était nécessaire à sa réhabilitation complète. Avec un collier léger et une longue laisse qui permettait des mouvements sans restriction sévères, ils arrivèrent sur la place en fin d'après-midi, alors que l'animation était déjà considérable, mais pas à son apogée chaotique. La réaction initiale de Guerrier fut une nette surcharge sensorielle. Oreilles basses, queue entre les pattes, corps tendu comme une corde de violon prête à se rompre. Marie-Hélène envisagea de rentrer immédiatement à la maison, mais quelque chose la fit attendre. Ils trouvèrent un banc partiellement ombragé par un vieux manguier,
où ils s'assirent en observant l'animation. Progressivement, presque imperceptiblement, la posture de Guerrier commença à changer. Ses oreilles se dressèrent, alertes, mais plus en panique. Ses yeux, auparavant fixés sur le sol, parcouraient maintenant l'environnement avec une curiosité croissante. Le moment transformateur arriva lorsqu'un groupe d'enfants forma une ronde traditionnelle au centre de la place, dansant au son d'une guitare folk jouée par un monsieur aux cheveux blancs. La musique, joyeuse et cadencée, semblait exercer un effet presque hypnotique sur Guerrier. Il s'assit, la tête légèrement inclinée, observant le mouvement circulaire des enfants avec un intérêt évident. Marie-Hélène osait à peine respirer, témoin de ce moment de paix apparente. C'est alors qu'elle remarqua une fillette qui se détachait du groupe, une enfant d'environ 8 ans, avec les caractéristiques faciales typiques du syndrome de Down et un sourire lumineux qui semblait illuminer tout son être. La fillette avait remarqué Guerrier et s'approchait maintenant lentement, avec la prudence naturelle de quelqu'un à qui on a appris à respecter les animaux inconnus. « Est-ce que je peux caresser votre chien ?» demanda-t-elle, sa voix douce portant une prononciation légèrement différente. Marie-Hélène sentit son cœur s'emballer. Guerrier n'avait pas encore interagi avec des enfants, et il y avait tellement en jeu à ce moment-là, la confiance. Construite jour après jour, la sécurité de l'enfant, la possibilité d'un recul traumatique. « Tu peux t'approcher doucement », répondit-elle finalement, décidant de faire confiance à l'instinct qui la trompait rarement. « Laisse-le d'abord. Sentir ta main. » La fillette acquiesça avec sérieux, comme si elle venait de recevoir une mission de la plus haute importance. Avec des mouvements délibérément lents, elle tendit sa petite main, la maintenant à quelques centimètres du museau de Guerrier. Temps sembla se figer. Autour d'eux, la fête continuait, musique, rire, conversation. Mais pour Marie et Hélène, l'univers se réduisit à cette interaction. Guerrier renifla la main de la fillette, ses narines se dilatant légèrement. Puis, dans un geste qui arracha des soupirs involontaires aux adultes qui observèrent la scène, il lécha doucement les doigts de l'enfant. « Il m'a fait un bisou », s'exclama la fillette, son visage s'illuminant d'une joie si pure qu'elle contagia tous ceux qui l'entouraient. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Marie-Hélène. Ce simple geste, la langue râpeuse de Guerrier contre la peau douce d'une enfant, représentait une avancée qu'elle n'espérait pas voir si tôt. C'était comme si le chien, même après tout ce qu'il avait souffert des mains des humains, était encore capable de discerner l'innocence et la pureté d'intention de cette petite âme. La nouvelle du chien sauvé qui ne laisse que la fillette spéciale le caresser se répandit rapidement dans la fête. Bientôt, un petit groupe se forma à distance respectueuse, observant avec curiosité et émotion. Guerrier, étonnamment, ne montra pas d'anxiété face à l'attention. Au contraire, il resta serein, comme s'il sentait qu'il était le centre de quelque chose de positif pour la première fois de sa vie. Avec l'arrivée de l'hiver rigoureux, typique de cette région montagneuse, approchait également la saison des fêtes de la Saint-Jean. La tradition locale comprenait de grands feux, de joie, des danses folkloriques et, inévitablement, des feux d'artifice qui illuminaient le ciel nocturne avec des explosions colorées. Pour beaucoup, c'était le point culminant de l'année. Pour Marie-Hélène, cela représentait un défi potentiellement dévastateur pour la convalescence de Guerrier. Connaissant la sensibilité extrême du berger allemand aux bruits intenses, elle prévoyait de passer cette période dans un chalet isolé dans les montagnes, une petite propriété rustique qu'elle avait héritée de son père et qu'elle visitait rarement. Cependant, 2 jours avant le départ prévu, des pluies torrentielles provoquèrent un glissement de terrain qui bloqua la seule route d'accès, rendant le voyage impossible. Marie-Hélène se sentit piégée. Elle savait que le fracas des feux d'artifice déclencherait probablement chez Guerrier la même panique que les orages provoquaient. Elle prépara la cave de la maison, l'isolant acoustiquement du mieux qu'elle put avec des couvertures sur les murs et de la musique d'ambiance pour masquer les sons extérieurs. Pourtant, son cœur se serra à la perspective de la souffrance qu'elle voyait devant elle. Ce fut Antoine, le voisin fromager, qui apporta la nouvelle surprenante le matin précédant la grande fête. « Il n'y aura pas de feu d'artifice cette année », annonça-t-il avec un sourire énigmatique. « Du moins pas ici dans notre quartier. » Marie-Hélène le regarda, confuse.
Les célébrations de la Saint-Jean sans feu d'artifice étaient impensables dans cette communauté traditionnaliste. Comment ça? Pourquoi? Les gens ont décidé de faire différemment. Ils appellent ça la fête de la Saint-Jean silencieuse, seulement avec des lanternes colorées et de petits braseros loin des maisons. La vétérinaire n'arrivait pas à y croire. « À cause de Guerrier ?» demanda-t-elle, la voix brisée par une émotion soudaine. Antoine haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais l'éclat dans ses yeux le trahissait. Les gens disent que si un chien peut surmonter tant de méchanceté, on peut bien renoncer à quelques pétards pour une nuit. La fête de Messantzedzi, la Saint-Jean de cette année entra dans l'histoire du petit village. Sans les détonations traditionnelles qui marquèrent l'occasion, de nouvelles formes de célébration émergèrent. Des lanternes en papier coloré illuminèrent les rues, dans une procession silencieuse qui rappelait les festivals orientaux. Des conteurs réunissaient les enfants en cercle autour de petits braseros stratégiquement positionnés. Des musiques jouées à volume modéré remplacèrent les habituels bals populaires assourdissants. Et au centre de l'une de ces célébrations, à la stupéfaction de Marie-Hélène, se trouvait Guerrier, non seulement tolérant l'environnement, mais y participant activement. Pour la première fois depuis son sauvetage, le berger allemand montra des comportements typiques de jeu, courant en cercles autour d'autres chiens présents, aboyant joyeusement d'une manière que Marie-Hélène n'avait jamais vue, et même se roulant dans l'herbe avec un abandon enfantin. « C'est comme s'il savait que la fête était pour lui », commenta une vieille dame, observant la scène les yeux humides. Marie-Hélène se contenta d'acquiescer, sans mots pour exprimer l'émotion qu'elle ressentait. Peut-être, pensa-t-elle, Guerrier le savait-il vraiment. À la fin de la première année de cohabitation, la transformation de Guerrier était remarquable. Le chien squelettique au regard vide avait cédé la place à un animal de porc majestueux, avec un pelage brillant que Marie-Hélène brossait quotidiennement avec un dévouement presque religieux. Ses yeux avaient retrouvé l'éclat caractéristique de la race, et sa posture, autrefois courbée par la peur, affichait désormais la fierté naturelle des bergers allemands. Plus impressionnante que la guérison physique, cependant, était son évolution comportementale. Guerrier suivait maintenant des ordres de base, acceptait d'être touché par des personnes connues et montrait un attachement profond à Marie-Hélène, la suivant dans la maison comme une ombre protectrice et dormant toutes les nuits au pied de son lit. C'est dans ce contexte que la vétérinaire reçut une invitation intrigante de l'assistante sociale de la commune. Le centre social local mettait en place un programme de thérapie assisté par les animaux, visant particulièrement les personnes âgées en situation de vulnérabilité émotionnelle et les enfants ayant des besoins spéciaux. Connaissant l'histoire de Guerrier et témoin de son interaction avec la fillette lors de la fête des récoltes, l'assistante sociale pensait qu'il aurait un rôle précieux à jouer. Marie-Hélène hésita. Guerrier avait immensément progressé, mais il restait sensible aux environnements trop animés ou bruyants. Elle décida d'accepter l'invitation uniquement en tant qu'observatrice, emmenant Guerrier avec elle, mais sans s'engager à sa participation active. Le centre social occupait une ancienne maison de maître restaurée, avec de larges vérandas et un jardin intérieur bien entretenu. Le jour de la visite, Marie-Hélène trouva un groupe d'une vingtaine de personnes âgées, réunies dans une salle spacieuse, certaines en fauteuil roulant, d'autres avec des cannes ou des déambulateurs, toutes avec des expressions qui variaient entre la curiosité et l'apathie. Parmi elles, se détachait un monsieur d'environ 80 ans, assis à l'écart des autres, regardant fixement par la fenêtre. L'assistante sociale s'approcha de Marie-Hélène et murmura « Voilà monsieur Joachim. Il a perdu sa femme. Il y a 3 ans et depuis lors, il n'a plus prononcé un seul mot. Les médecins disent qu'il n'y a rien de mal physiquement. Il a simplement choisi le silence. » Marie-Hélène acquiesça, observant la figure solitaire avec un intérêt professionnel. Guerrier, quant à lui, semblait étrangement alerte. Ses oreilles étaient dressées et ses yeux se fixaient sur l'homme âgé avec une intensité troublante. Avant que Marie-Hélène ne puisse réagir, Guerrier avança dans la salle, pas d'une manière menaçante, mais d'un pas décidé et avec un but clair. Elle envisagea de le rappeler, craignant une réaction négative, mais quelque chose la retint. Au lieu de cela, elle observa le berger allemand s'approcher de monsieur Joachim,
et posait doucement son museau sous la main pendante du vieil homme. Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa. L'homme resta immobile, apparemment inconscient de la présence du chien. Puis, presque imperceptiblement, ses doigts ridés commencèrent à bouger, caressant légèrement la tête de Guerrier. L'animal, encouragé par le contact, appuya sa tête sur les genoux du vieil homme. Ce qui suivit provoqua des frissons chez toutes les personnes présentes. D'une voix rauque par manque d'usage, Monsieur Joachim parla. « J'en ai eu un comme ça, » dit-il, les mots sortant rauques et brisés. « Il s'appelait Baron. Il a été mon compagnon pendant 15 ans. » Un silence stupéfait envahit la salle. L'assistante sociale se couvrit la bouche des mains, incapable de croire ce qu'elle venait de voir. Les autres personnes âgées regardèrent bouche bée comme témoins d'un miracle. Marie-Hélène sentit des larmes couler sur son visage tandis qu'elle observait la scène. Guerrier complètement abandonné aux caresses de monsieur Joachim, et le vieil homme parlant maintenant sans interruption, comme un barrage qui cède enfin après des années à contenir des eaux turbulentes. Il racontait des histoires de son ancien chien, des souvenirs de jeunesse, des fragments d'une vie qui semblait avoir été scellée dans une crypte jusqu'à ce moment. À cet instant, Marie-Hélène comprit quelque chose de profond sur Guerrier, et peut-être sur tous ceux qui avaient survécu à des traumatismes graves. Il y avait en lui une capacité presque surnaturelle à identifier et à se connecter avec des âmes également blessées, comme si la souffrance créait un langage silencieux que seuls ceux qui avaient connu la douleur profonde pouvaient déchiffrer. En rentrant chez elle cet après-midi-là, la vétérinaire prit une décision qui allait changer le cours de leurs deux vies. Guerrier serait formé officiellement comme chien de thérapie et ensemble ils consacreraient une partie de leurs journées à guérir des blessures invisibles que les médicaments ne pouvaient atteindre. La deuxième année après le sauvetage marqua la transformation de Guerrier en une célébrité locale. Ses visites hebdomadaires au centre social devinrent un événement attendu avec impatience, non seulement par les personnes âgées et les enfants pris en charge, mais aussi par les bénévoles et les professionnels. Son histoire de dépassement se répandit au-delà des limites du petit village, inspirant Marie-Hélène à créer un blog documentant son parcours. Ce qui avait commencé comme un journal personnel se transforma rapidement en phénomène sur les réseaux sociaux. Des photos du avant et après de Guerrier circulaient largement, accompagnées de récits émouvants sur ses interactions thérapeutiques. Des familles partageaient des histoires sur la façon dont les visites de Guerrier avaient transformé des proches auparavant isolés dans la dépression. Des enseignants rapportaient des améliorations significatives chez des enfants ayant des difficultés d'apprentissage après des séances de lecture pour Guerrier, une activité où les enfants s'entraînaient à lire en ayant le patient berger allemand comme seul auditeur. Une chaîne de télévision régionale finit par prendre connaissance de l'affaire et envoya une équipe pour réaliser un reportage spécial. La présence des caméras mit initialement Guerrier mal à l'aise, mais il s'adapta vite, montrant sa sérénité habituelle pendant que la journaliste interrogeait Marie-Hélène sur l'incroyable parcours de l'animal. C'est pendant ce tournage qu'eut lieu un moment révélateur. Dans le salon de Marie-Hélène, alors qu'il terminait l'interview, la télévision montrait un reportage sur les animaux de race. Lorsque l'image d'un berger allemand apparut, dans une compétition canine, Guerrier, qui jusqu'alors se reposait calmement aux pieds de sa maîtresse, se redressa soudainement, aboyant de façon agitée. Courant vers la télé, il se mit sur ses pattes arrière, touchant l'écran avec son museau et émettant des gémissements qui ressemblèrent presque à des tentatives de communication. C'était la première fois que Guerrier montrait reconnaître sa propre espèce en images, et l'intensité de sa réaction émut même le caméraman expérimenté, qui captura toute la scène. Le reportage fut diffusé et devint rapidement viral sur les réseaux sociaux. Un berger allemand reconnaît sa race à la télé après des années d'isolement. Les gros titres sensationnalistes ne captaient pas la profondeur émotionnelle du moment, mais servaient à amplifier la visibilité de la cause animale. Cet épisode planta une graine dans l'esprit de Marie-Hélène. Observant le besoin évident de Guerrier d'interagir avec d'autres chiens, elle commença à envisager la possibilité de lui offrir un compagnon canin permanent. Après avoir consulté des spécialistes du comportement animal et réfléchi attentivement à la meilleure approche,
elle décida de rechercher une compagne spécifique, une bergère allemande âgée qui vivait depuis des années dans un refuge local, ignoré, par les adoptants potentiels qui préféraient les chiots. Luna, comme s'appelait la bergère allemande, avait environ 10 ans et sa propre histoire d'abandon, bien que moins extrême que celle de Guerrier. Ses pattes arrière présentaient une arthrose naissante, et des taches blanches parsemaient son museau noir, témoignant de son âge avancé. Ses yeux, cependant, conservaient un éclat chaleureux qui séduisit immédiatement Marie-Hélène. L'introduction entre les deux chiens fut méticuleusement planifiée. La première rencontre eut lieu en terrain neutre, un champ ouvert à la périphérie du village, où les deux pouvaient s'observer à distance de sécurité. Guerrier montra un mélange curieux d'émotions, une curiosité évidente, mais aussi un territorialisme que Marie-Hélène ne lui avait jamais vu auparavant. Luna, quant à elle, resta digne et calme, observant l'autre berger allemand avec un intérêt modéré, mais sans anxiété apparente. Au cours des semaines suivantes, Marie-Hélène organisa des rencontres régulières, toujours dans un environnement contrôlé et positif. Progressivement, la tension initiale se transforma en tolérance mutuelle et, finalement, en quelque chose qui ressemblait à de la camaraderie. Guerrier, bien que clairement mal à l'aise de partager l'attention de Marie-Hélène au début, se mit à montrer des comportements de protection envers sa compagne plus âgée, lui cédant la place à l'ombre les jours chauds, attendant qu'elle se nourrisse en premier, l'escortant lors des promenades comme un gardien attentif. Le grand tournant dans cette relation se produisit lors d'une tempête particulièrement violente. Marie-Hélène était prête à calmer Guerrier, dont l'anxiété pendant les orages avait diminué mais n'avait pas complètement disparu. À sa surprise, cependant, ce fut Luna qui montra une terreur extrême, se cachant sous la table de la cuisine, tremblant de manière incontrôlable à chaque coup de tonnerre. Ce qui suivit défia toutes les attentes. Au lieu de chercher du réconfort auprès de Marie-Hélène, comme il en avait pris l'habitude, Guerrier s'approcha de Luna. Avec une délicatesse surprenante pour son gabarit imposant, il se coucha à côté de la bergère allemande tremblante, pressant son corps contre le sien dans un geste évident de protection et de réconfort. Pendant toute la durée de la tempête, il resta là, léchant occasionnellement le visage de Luna lorsque le tonnerre s'intensifiait. Marie-Hélène observa la scène les larmes aux yeux, émerveillée par la capacité d'empathie démontrée par un animal qui avait connu tant de cruauté. C'était comme si Guerrier, reconnaissant la peur de Luna, offrait le réconfort dont il avait lui-même eu besoin et reçu pendant sa convalescence. À partir de cette nuit, la dynamique entre les deux chiens se transforma complètement. Ils devinrent inséparables, dormant ensemble, jouant dans le jardin, partageant le même lit moelleux que Marie-Hélène avait acheté spécialement pour les accueillir tous les deux. Plus touchant encore était de les observer communiquer dans un langage silencieux fait de regards, de contacts subtils et de positionnements corporels qui en disaient plus que des mots. Au cours de la 3e année après le sauvetage, Guerrier et Luna devinrent un duo inséparable lors des visites à la maison de retraite municipale, où les personnes âgées attendaient avec impatience l'arrivée des visites à 4 pattes tous les mercredis. Parmi les résidents, il y avait une dame de 93 ans qui quittait rarement sa chambre, préférant passer ses journées sur un fauteuil à bascule près de la fenêtre, à tricoter et à raconter occasionnellement des histoires à qui voulait bien l'écouter. Madame Amélie, comme on l'appelait, avait grandi dans une ferme où des bergers allemands étaient utilisés pour la gestion du bétail. Le personnel de la maison de retraite rapporta à Marie-Hélène que la vieille dame parlait souvent de Prince, un berger allemand qui avait été son fidèle compagnon pendant toute sa jeunesse. Lorsqu'elle apprit les visites de Guerrier et « Luna », elle demanda expressément à les rencontrer. La rencontre fut émouvante pour toutes les personnes présentes. Madame Amélie, dont les yeux bleus avaient perdu une partie de leur éclat avec l'âge, s'illumina en voyant les deux bergers allemands entrer dans sa chambre. De ses mains ridées et tremblantes à cause de Parkinson, elle tendit les doigts en direction de Guerrier, qui s'approcha avec sa prudence initiale habituelle. « Vous ressemblez tellement à mon prince », murmura la dame, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage marqué par le temps. Les mêmes yeux intelligents,
la même noblesse. À la surprise de Marie et Hélène, Guerrier, généralement prudent avec les étrangers, s'approcha complètement de Madame Amélie, lui permettant de caresser sa tête et même d'embrasser son museau. C'était comme s'il comprenait l'importance de ce moment pour la vieille dame, comme s'il ressentait la connexion émotionnelle qui traversait des décennies. À partir de cette première visite, une routine s'établit. Tous les mercredis, Guerrier passait 1 heure dans la chambre de Madame Amélie, couché patiemment au pied de son fauteuil pendant qu'elle tricotait et racontait des histoires de sa jeunesse à la ferme. Luna les accompagnait généralement, mais il était évident pour tous qu'une connexion spéciale s'était formée entre le berger allemand et la vieille dame. Cette relation devint si significative que, lorsque Madame Amélie dut être hospitalisée temporairement en raison d'une pneumonie, Guerrier montra des signes clairs de dépression. Il refusait de manger correctement, perdait intérêt pour les jeux habituels avec Luna et se tenait souvent à la porte, comme s'il attendait de sortir pour la visite hebdomadaire qui n'aurait pas lieu. Marie-Hélène, profondément inquiète, consulta la direction de l'hôpital. Après de longues négociations et la bienveillance exceptionnelle de l'équipe médicale, inspirée par l'histoire extraordinaire de Guerrier, elle obtint l'autorisation pour une visite spéciale. Le protocole fut brisé en reconnaissance du bien-être émotionnel d'une patiente âgée pour qui chaque jour représentait un cadeau précieux. La scène de Guerrier entrant prudemment dans la chambre d'hôpital, se frayant un chemin avec délicatesse entre les équipements médicaux pour atteindre Madame Amélie, émut même les professionnels de santé les plus expérimentés. Pendant 20 minutes, le berger allemand resta la tête appuyée sur le lit d'hôpital, permettant à la vieille dame de caresser ses oreilles tout en lui murmurant des mots affectueux. À la fin de la visite, l'appétit de Guerrier et le moral de Madame Amélie s'étaient tous deux considérablement améliorés. Au cours des 2 dernières années de son parcours de 5 ans, Guerrier se transforma en un symbole vivant de résilience et de dépassement de soi. Le chien qui autrefois tremblait au moindre mouvement humain participait maintenant à des événements publics avec une sérénité admirable, aidait à la socialisation d'autres chiens sauvés et semblait comprendre sa mission spéciale de réconforter les personnes en situation de vulnérabilité. Marie-Hélène, observant cette transformation extraordinaire, décida de la documenter de manière plus permanente. Avec l'aide d'un écrivain local, elle compila ses notes, ses photographies et ses récits dans un livre intitulé « Guerrier, leçons d'amour et de résilience d'un berger allemand sauvé ». L'ouvrage détaillait non seulement la guérison physique et émotionnelle du chien, mais aussi les profondes leçons que Marie-Hélène avait tirées de l'expérience, sur la patience, la constance, et comment l'amour inconditionnel peut guérir même les âmes les plus blessées. La sortie du livre coïncida avec le 5e anniversaire du sauvetage de Guerrier. Le petit village, qui avait suivi chaque étape de cet extraordinaire parcours, organisa une célébration communautaire sur la même place où, des années auparavant, le berger allemand avait permis le premier contact de la fillette atteinte du syndrome de Down. La fête réunit des centaines de personnes, des enfants qui avaient pratiqué la lecture avec Guerrier dans le programme scolaire, des personnes âgées qui recevaient ses visites hebdomadaires, des bénévoles de la protection animale, inspirés par son histoire, des familles ordinaires qui admiraient simplement son parcours de dépassement. Des stands vendaient des t-shirts et des mugs à l'effigie de Guerrier, tous les bénéfices étant destinés au refuge animalier local. Le moment culminant de la célébration fut la remise symbolique d'une médaille de héros à 4 pattes, fabriquée artisanalement par un bijoutier du village. L'honneur de placer la médaille autour du cou de Guerrier revint à la même fillette, maintenant âgée de 13 ans, qui avait été la première enfant à le toucher lors de la fête des récoltes. Il m'a appris que peu importe nos souffrances, on peut toujours retrouver la confiance, dit-elle dans un bref discours, sa diction plus claire, mais conservant la douceur caractéristique. Guerrier n'est pas seulement un héros pour les animaux, mais pour nous tous. En observant la scène, Marie-Hélène réfléchissait au parcours extraordinaire qu'ils avaient partagé. Le temps n'avait pas effacé toutes les cicatrices de Guerrier. Il sursautait toujours au bruit soudain. Il avait parfois des cauchemars qui le faisaient gémir pendant la nuit. Certains mouvements ou objets pouvaient encore déclencher des moments d'anxiété. Cependant, sa capacité à surmonter son traumatisme
et, plus impressionnante encore, à le transformer en empathie pour d'autres êtres souffrants, offrait une leçon qui transcendait les espèces. Comme Antoine, le voisin fromager, l'avait fait remarquer un jour. Si un animal qui ne comprend pas le pourquoi de la cruauté peut pardonner et recommencer, quelle excuse avons-nous, nous, les humains? À la fin de la célébration, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel, de ton orange et rose, Marie-Hélène rentra lentement chez elle, accompagnée de Guerrier et Luna. Le berger allemand marchait la tête haute, la médaille brillant discrètement sur son cou, chaque pas ferme et confiant. Il était difficile de réconcilier cette figure majestueuse avec la créature squelettique et terrifiée qu'elle avait trouvée en cage 5 ans plus tôt. La transformation semblait presque miraculeuse. Mais Marie-Hélène savait qu'il n'y avait pas de miracle là-dedans, seulement le pouvoir transformateur de la patience, de la constance et d'une affection sincère. Cette nuit-là, comme tant d'autres, Guerrier se coucha au pied du lit de Marie-Hélène, Luna blottie à ses côtés. Ses yeux, qui avaient autrefois été vides d'espoir, reflétaient maintenant une paix profonde. Le parcours de Guerrier, avec toutes ses douleurs et ses joies, représentait quelque chose d'universel, la capacité de l'esprit à transcender la souffrance et à trouver de nouveaux départs, même lorsque tout semble perdu. Son histoire émouvante continuerait d'inspirer d'innombrables vies, tant humaines que canines, transformant sa terrible expérience d'abandon en un puissant message d'espoir.